Bienvenue à tous dans ce webinaire qui s'intègre dans une série de 2 sessions dans le cadre d'un focus cash dans l'environnement private equity. Donc, le premier étant aujourd'hui, premier webinaire qui s'intitule « Comment optimiser son BFR et son pilotage de trésorerie ». Donc, je suis ravi d'intervenir sur ce webinaire en tant que modérateur. Je suis Florent. Après 4 années passées en conseil, donc auprès d'entreprises sous LBO principalement, dans l'environnement transaction. J'ai rejoint l'aventure Agicap il y a bientôt 3 ans, donc pour structurer, accompagner et notamment suivre le financement de la forte croissance d'Agicap. Donc mon environnement actuel est davantage VC que private equity. Néanmoins, je vois beaucoup de similitudes dans la manière de se piloter, notamment depuis les 12 derniers mois et le resserrement des financements dans l'environnement VC. En notre compagnie ce matin, donc Guillaume, après un passé de 12 ans en conseil, en transaction puis en direction financière, a rejoint GPG Granit fin 2022 en tant que directeur financier suite au LBO primaire. Et Julien, qui a un parcours inverse pour le coup, après quelques années en début de carrière côté entreprise en tant que trésorier dans un grand groupe, il est dans le monde du conseil depuis 17 ans et aujourd'hui donc associé dans la BU Transfo Cash Service chez Oderis. Pour présenter rapidement nos entreprises respectives. Donc, Agicap, en quelques mots, nous sommes un éditeur de logiciels de gestion de trésorerie présent dans 11 pays européens avec plus de 6500 clients. Notre enjeu principal est de donner un maximum de visibilité et d'optimiser les flux cash des entreprises sur la partie passé, présent, prévisionnel pour suivre au plus fin sa courbe de trésorerie. Donc, aujourd'hui, notre cible, on va de la moyenne PME à la petite moyenne PME à la petite ETI, donc 10-200 millions de chiffre d'affaires pour faire large, avec une part grandissante d'entreprises sous fonds et LBO en raison en fait, de fonctionnalités clés qui permettent le pilotage quotidien, type gestion de la dette, suivi des intégrations des acquisitions, suivi des covenants, suivi du free cash flow, etc. Julien, Guillaume, je vous laisse la main pour présenter Oderis et GPG. Donc, bonjour à toutes et tous. Julien Wojciechowski, comme l'a très bien présenté Florent, associé de transformation cash chez Oderis. Donc, Oderis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cabinet de conseil financier et opérationnel, leader sur le segment small mid cap. Donc, on est 12 associés, plus de 120 collaborateurs, 4 métiers principaux, donc la transaction services, bien connu du monde du private equity, l'évaluation, la restructuring et une BU transformation dans laquelle j'interviens avec 4 bureaux, donc Paris, Lyon, Bordeaux et Nantes. Donc moi, effectivement, j'ai rejoint Oderis il y a 4 ans pour développer cette offre Transfo Cash qui intervient sur 4 métiers, 4 types d'accompagnement. L'optimisation du BFR, donc ça va être notre sujet principal aujourd'hui, donc accompagnement des dirigeants dans des plans de transformation autour des sujets cash qu'on va évoquer. Mise en place ou sortie de financement factor. Également une activité de due diligence. En parallèle des due deals de mes équipes TS, on peut faire des focus sur le BFR et le factor. Et enfin, un sujet de prévision de trésorerie. Voilà, donc je suis ravi de partager mon expérience avec vous, Guillaume et Florent, lors de ce webinaire. Merci beaucoup, Julien. GPG Granit, donc c'est un concepteur français de monuments funéraires. Je suis très content de pouvoir intervenir aujourd'hui parce que c'est un monde qui est très méconnu. On est basé à Rennes, en Bretagne. On fait à peu près 30 millions de chiffre d'affaires. C'est à peu près 70 collaborateurs. On maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire que nos clients sont des pompes funèbres et marbriers qui, eux, effectivement, prennent des commandes auprès des familles et on va avoir un bureau d'études qui va concevoir un monument funéraire sur mesure. On va piloter la sous-traitance et la fabrication de ces monuments. On a internalisé toute la fonction logistique supply chain jusqu'à la livraison finale chez notre client, la pompe funèbre ou le marbrier. Et cette société-là, GPG Granit, a fait l'objet d'un LBO l'été dernier pour permettre à Alexis Jubert, qui est l'actuel PDG, de reprendre la société du président fondateur. GPG, c'est une société qui a à peu près une vingtaine d'années d'existence. Merci beaucoup, Guillaume.
Donc l'enjeu aujourd'hui avec Guillaume et Julien, c'est d'avoir un partage d'expérience à la fois sur une arrivée et un gros changement au sein d'une entreprise qui passe d'un actionnaire unique à un LBO avec 4 fonds au-dessus, et de profiter de l'expérience de Julien sur les différentes missions de conseil que tu as pu réaliser, et du coup la diversification en face des retours que tu as à nous faire. Concernant les sujets abordés aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est d'abord de faire un petit point de contexte pour comprendre pourquoi aujourd'hui on a déclenché ce webinaire côté Agicap, et par la suite, une fois qu'on aura parlé de l'importance et du lien étroit entre cash et environnement PE, rentrer plus en profondeur sur les sujets de diffusion de culture cash au sein des entreprises, et vraiment après ça rentrer dans le plus concret sur des leviers actionnables en termes d'optimisation de BFR. Donc, en termes de contexte, pour expliquer en fait la genèse de la série de ces 2 webinaires côté Agicap liant cash et environnement PE. Donc, le premier point, c'est que par définition, l'équation que cherche à résoudre un directeur de participation nécessite d'optimiser son BFR, son EBITDA, et d'en optimiser son découlement en cash. Donc, dans l'équation EBITDA fois multiple moins dette nette, ce qu'on se rend compte, c'est que l'enjeu cash, free cash flow est en réalité présent dans chacun des agrégats. EBITDA, on comprend que plus notre free cash flow va être élevé sur un début d'investissement, par exemple, plus ça va être un levier de croissance et d'optimisation de l'EBITDA dans l'année 2, l'année 3, l'année 4. Donc, il y a un lien, un vrai sujet de croissance sur cette optimisation de génération de free cash flow. Concernant le multiple, on comprend que la variation des multiples au sein d'un même secteur est principalement basée sur, il y a des sujets de synergie, etc., mais plus globalement basée sur un taux d'EBITDA et la capacité qu'a une entreprise à le découler en cash. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un EBITDA très liquide par rapport à un comparable sera surpayé au moment d'une acquisition, et au contraire, un EBITDA non liquide aura tendance à être sous-payé. Et donc, troisième point qui est plus le lien est plus direct, l'impact du cash sur la dette nette. Donc, l'impact est beaucoup plus direct. Ce qu'on se dit, c'est qu'aussi, plus on génère de free cash flow, plus le désendettement pourra être rapide. Donc, dans l'environnement LBO, l'enjeu peut être intéressant. Également, dans cette dette nette, on a la notion de BFR normatif qui entre là-dedans. Donc, dans le mécanisme de prix, 1 million d'euros de BFR, d'amélioration de BFR générera 1 million d'euros de valeur en plus au moment de la vente. Donc, en fait, l'équation que cherchera à résoudre un fonds va mécaniquement demander par nature une approche et un pilotage très orienté cash et free cash flow. Le deuxième point, qui est plus un sujet de contexte lié à une actualité de marché, la forte remontée des taux avec un Euribor qui passe de moins 0,5% à 3% sur 12 mois rend le financement plus cher et restreint globalement l'accès au financement bancaire. Donc sur ça, ce qui est important de comprendre, c'est que chaque euro de cash flow généré aujourd'hui vaut davantage qu'un euro de cash flow généré il y a un an. Et par ailleurs, ça ouvre à des opportunités de placement. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a des opportunités de placement à 2,5-3% sur du très court terme. Donc, par très court terme, j'entends par tranche en jours ou en semaines. Et c'est un réel sujet d'optimisation, notamment dans les organisations multi-entités, dans lesquelles il y a en fait du cash dormant dans chacune des filiales. Exemple de notre côté chez Agicap, jusqu'à fin d'année dernière, on avait un pilotage du cash au mois. Donc, début de mois, on venait alimenter les différentes filiales pour être sûr de pouvoir payer les salaires, etc. Début d'année, on a changé d'organisation. On s'est mis à avoir un pilotage journalier de notre cash qui nous permet en fait de réaliser des arbitrages au day-to-day et d'optimiser en permanence 3 millions d'euros qui étaient dormants sur un mois. Donc, grâce au placement très court terme, ces 3 millions d'euros dormants ont pour cible de générer 90 à 100 000 euros de produits financiers sur l'année. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est un enjeu qui pousse fort puisque de plus en plus de clients qui souscrivent à Agicap viennent pour ce besoin précis.
Et donc, le dernier point sur le contexte, c'est un point plus général. Donc, une maîtrise fine de son cash rassure les fonds, car optimise la valeur, donc c'est plus lié au premier point, donne un vrai sentiment de contrôle sur la gestion de l'entreprise. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en discutant avec des directeurs de fonds, avec des directeurs financiers sous fonds, c'est qu'on se rend compte que le niveau d'exigence sur les sujets d'optimisation de cash et globalement de KPI financiers peut être évolutif au cours de la vie de l'investissement, avec un resserrement en général qui s'opère au moment où on se rapproche de l'exit. Ça ouvre un sujet plus vaste de relations fonds-participation au cours de la vie de l'investissement qu'on abordera lors du deuxième webinaire qu'on vous propose dans 2 semaines. Donc voilà pour du contexte sur la genèse de ces 2 webinaires qu'on vous propose. Je vous propose de rentrer davantage dans les sujets, Julien, sur l'importance de la diffusion de la culture cash et les leviers pour avancer là-dessus. Donc, effectivement, LBO, pas LBO. En tout cas, il y a 2 types de contextes. Il y a un contexte qui va être plus ou moins performant sur les sujets cash et l'autre qui va l'être un petit peu moins. Comme l'a très bien souligné Florent en introduction, l'équation de valorisation du LBO porte en elle l'exigence de génération de trésorerie. Ça va mécaniquement induire un changement dans les comportements qui va être demandé au management et à toute l'organisation pour orienter davantage les décisions sur les sujets cash. Donc, il y a classiquement 5 dimensions sur le sujet, on va dire cash, maturité cash, qui sont présentées ici. Donc, situation, on va dire classique hors LBO. En termes d'objectifs, on n'a pas réellement d'objectifs cash. En dehors des contextes de crise, on va plutôt piloter l'activité. On va évidemment avoir des objectifs de rentabilité, mais assez rarement des objectifs de génération de cash ou d'optimisation de BFR. Donc, à l'inverse, dans un contexte où on va avoir une pression et une demande importante de génération de cash, de remboursement de dette, on va devoir se fixer des ambitions, décliner des indicateurs de pilotage au niveau du BFR et également au niveau de l'utilisation de la trésorerie qui va être générée, notamment pour maximiser les placements. En termes de responsabilité également, hors LBO ou en tout cas sous-équipé sur les sujets de trésorerie, on a tendance à laisser le sujet au niveau de la direction financière, ce qui est une grande erreur puisque finalement, la trésorerie, c'est le résultat des arbitrages des actions du quotidien au niveau des opérations. Et donc, toute l'ambition, et pour que ça marche, c'est d'arriver à sortir de la direction financière pour impliquer tous les managers, à la fois top management, mais également les équipes qui font l'activité au quotidien sur ces sujets. Le troisième pilier, c'est la partie rémunération. Classiquement, on n'est pas incentivé sur des sujets BFR, sur des sujets de trésorerie, on est plutôt incentivé sur le chiffre d'affaires, l'EBITDA. En LBO, si on veut arriver à maximiser la génération de trésorerie, et là, il faut toucher au portefeuille très souvent et pas juste dire que telle responsabilité appartient à telle personne. Et donc, il faut réfléchir à intégrer des variables cash pour faire en sorte que les collaborateurs se mobilisent sur le sujet. Ce n'est pas nécessaire dans tous les cas. Je crois que Guillaume, d'ailleurs, a une expérience à vous partager sur le sujet. Mais en tout cas, c'est très régulièrement un levier fort pour faire en sorte que les équipes se bougent. Ça peut être sur les clients, ça peut être sur les CAPEX, ça peut être sur les stocks. Voilà. Donc, pilier vraiment important. Ensuite, le reporting. Le reporting, on est assez généralement, classiquement, satisfait de ce qu'on a avec un suivi d'activité par BU, on va parfois à l'EBITDA ou à la marge, mais assez rarement de sujets de BFR ou de pilotage de trésorerie. En LBO, évidemment, vous allez avoir un besoin de comprendre ce qui se passe, d'anticiper, de prévoir, et le cash est un élément aussi important que le PNL. Donc, il va falloir mettre en place des TFT, il va falloir mettre en place des prévisionnels de trésorerie pour voir les besoins de financement ou améliorer les outils existants. En tout cas, c'est un vrai choc, généralement, pour des environnements qui n'étaient pas en LBO. Quand on arrive en LBO, c'est tout un tas de batteries d'indicateurs et de reporting qu'il faut mettre en place. Et c'est pas si simple que ça, notamment quand on l'a jamais fait ou qu'on n'avait pas vraiment besoin de le faire précédemment. Et enfin, les outils. Excel est notre meilleur ami dans un contexte un peu classique avec le RP comptable.
En LBO, si on va aller un cran au-dessus et délivrer les enjeux de génération de trésor, il va falloir s'équiper sur les process métiers clés d'outils qui vont permettre justement d'améliorer ces processus. Là-dessus, sur les outils, effectivement, je rebondis sur ce que vient de dire Julien. Quand je suis, moi, arrivé dans cette fonction de directeur financier, notamment sur le sujet cash, en fait, il n'y avait pas d'outils qui existaient. Je pense comme qu'un certain nombre de sociétés sous LBO, on a un pool bancaire qui démultiplie derrière le nombre de comptes à regarder et à piloter, ce qui va complexifier assez fortement le pilotage. Et donc d'avoir un outil qui permet premièrement une centralisation avec un accès immédiat à la donnée, sans devoir demander à son équipe d'aller se connecter sur les X plateformes bancaires. Déjà, on gagne beaucoup de temps pour des tâches on va dire, à faible valeur ajoutée. Surtout, ce qui est intéressant derrière, c'est qu'on va pouvoir sortir des indicateurs de gestion et des tableaux de bord spécifiquement sur la partie cash, là où, effectivement, habituellement, comme a dit Julien, avant d'être sous LBO, on va se focaliser sur un compte de résultat, un objectif de chiffre d'affaires et de rentabilité. Là, on va pouvoir aller plus loin, sortir de nouveaux indicateurs qui, effectivement, sont presque inconnus, je dirais, de la société, et arriver à déployer des plans d'action. Je pense notamment à un sujet assez bête qui est les frais bancaires. Une société qui est en pleine croissance a de plus en plus de volume d'activité et se voit avoir un niveau de frais bancaires augmenté drastiquement. Là, aujourd'hui, en fait, je sais sortir mes frais bancaires par mois, par organisme, etc. Ce qui, derrière, en fait, peut me permettre, à un moment donné, si je sens qu'il y a de trop grosses dérives, discuter avec mes partenaires bancaires sur ce sujet-là. Ce qui, avant, en fait, n'était absolument pas un sujet de préoccupation de la société dans son contexte. Très clair, merci Guillaume pour ce retour. Et du coup, Guillaume, donc toi, tu es arrivé chez GPG Granit post ou au moment de manière concomitante avec le LBO. Donc, t'as pas, je pense que tu as eu un héritage de l'avant-après sans voir l'avant vraiment de tes propres yeux. Au sein des équipes, dans ton équipe financière, ce changement plus global et cette nouvelle exigence de reporting, c'était principalement porté par toi ou ça a été un enjeu fort pour tes équipes derrière ou c'est passé comment? Non, effectivement, il y a, et on y vient juste après, cette diffusion de la culture cash, là où avant, c'était pas ou peu un enjeu globalement. Effectivement, aujourd'hui, ça l'est. Et les gens voient bien pourquoi et comprennent bien pourquoi et comprennent la nécessité de s'outiller, de passer plus de temps à travailler sur ce sujet-là qu'à travailler sur effectivement aller regarder uniquement le pourcentage de rentabilité ou le pourcentage de prise de commande du mois. Donc c'est un travail, on va dire, de pédagogie qui est à faire, mais les gens effectivement voient bien le sujet, voient bien l'importance de cette génération de cash. C'est très bien d'avoir de super résultats. Maintenant, en fait, former l'essai, en fait, c'est au-delà du taux d'EBITDA, en fait, c'est de l'avoir sur son compte en banque. Sinon, c'est le cash qui paye les salaires. Exactement. Très basiquement. Qui paye les salaires et qui va payer la croissance. Donc, on peut avoir tous les projets du monde, avoir des super BP avec des trajectoires en flèche. Si derrière, en fait, on ne sait pas se financer et notamment s'auto-financer par la génération de trésorerie et donc la transformation de l'EBITDA en cash, du coup, on a loupé quelque chose dans la trajectoire. Exactement. Là, c'est plus le même webinaire. Claire. Et donc, tu t'abordais un peu le sujet de centralisation de la donnée, etc. Ouais. Les enjeux cash que toi, notamment, tu as pu voir, Julien. Ouais, voilà. Pour faire le lien, effectivement, avec ce que vient de dire Guillaume, et ce qu'on a dit depuis le début, sur le côté, la trésorerie va être un univers vaste et nouveau pour beaucoup de dirigeants de DAF dans un contexte LBO poussé. Un des gros sujets, c'est la capacité à agréger de la donnée de façon intelligente pour restituer un besoin qu'on aura bien défini. Ce que je veux dire, c'est que quand on parle de prévision de trésorerie, la trésorerie, c'est un mot, mais qui recoupe plein de réalités financières. Ça peut être de la liquidité immédiate, ça peut être du prévisionnel. Voilà, il y a plein de dimensions derrière la trésorerie.
Et généralement, pour pouvoir construire ces prévisions, on a besoin de s'appuyer sur beaucoup de données, des données qui vont être à la fois financières, mais aussi beaucoup de terrain. Il y a des données évidemment bancaires, des données financières, mais également des données sur des balances clients, des balances fournisseurs pour avoir du prévisionnel, avoir de l'information de terrain pour savoir si tel ou tel projet va bien être facturé dans les temps, est-ce qu'on n'a pas des retards opérationnels qui vont impacter finalement ces projections de trésorerie. Et tout l'enjeu, ça va être justement d'arriver à comprendre bien notre environnement et à impliquer les différentes fonctions de l'entreprise pour arriver à bâtir des suivis de trésorerie pertinents sans rentrer dans des usines à gaz. En ligne, et cet enjeu globalement d'hétérogénéité des données à agréger, c'est un enjeu fort qu'on voit en permanence chez les clients qui cherchent un outil de gestion de trésor au sens large, où en fait la vraie complexité, c'est que les sources sont multiples, et si on veut avoir une vision fine, il s'agit d'agréger des données, pas uniquement d'un ERP comptable, mais beaucoup plus vaste et très business. Guillaume, tu l'as abordé rapidement. Du coup, si jamais on rentre un peu plus en profondeur dans le sujet de la culture cash chez GPG Granit et sur les différentes phases que tu as dû mettre en place depuis ton arrivée. Alors effectivement, en tant que directeur financier, bien évidemment, on est responsable de cette culture cash. On est responsable, on va dire, pilote, et on n'est pas l'unique porteur. Comme l'a dit Julien tout à l'heure, ça ne peut pas fonctionner. D'où l'importance de diffuser cette culture cash au sein de la société. Il y a quelque chose qui fait beaucoup rire mes collaborateurs et même globalement les gens dans l'entreprise quand je parle résultat, c'est que je leur parle toujours en flux cash. Alors, c'est peut-être une grosse déformation professionnelle historique, mais à chaque fois, ils me disent « Ah ouais, c'est vrai, toi, tu raisonnes en cash. » Bah oui, en fait, effectivement, vous l'avez peut-être expérimenté. Beaucoup d'entreprises, avant de passer sous LBO, parlent toujours du résultat d'exploitation, de l'EBIT, qui embarque un certain nombre de flux non cash. Et du jour au lendemain, leur parler d'EBITDA, voire même d'EBITDA cash, parce qu'on peut avoir des sujets aussi de production immobilisée qui somme toute, est de l'affichage comptable. C'est un petit déclic à avoir et à faire passer aux équipes. Donc aujourd'hui, sous LBO, effectivement, on a un reporting mensuel à produire à nos 4 partenaires financiers, qui n'est pas seulement un reporting, je dirais, opérationnel et avec un PNL, mais qui va dessus parler de poste bilanciel, d'évolution des cash flows, une analyse du BFR avec les délais de rotation de différents postes. Et ces reportings me servent également comme support de discussion en comité de direction pour sensibiliser la direction à ces sujets-là et à cette culture cash, au fait qu'on doit parler flux cash et pas uniquement rentabilité. Et ce qui est excessivement important, c'est faire le lien avec les équipes opérationnelles terrain. En tant que directeur financier, on peut faire des super modélisations, on peut s'appuyer sur les meilleurs outils du monde pour faire de la prévision de cash. À la fin, ce n'est pas nous qui sommes à la manette pour que ça se transforme et que notre prévisionnel fonctionne. Donc, il faut garder un lien, effectivement, avec le terrain. Et ça, le moyen le plus simple, c'est déjà de sensibiliser les différents membres de la direction qui vont être notre relais de parole dans leurs équipes au quotidien pour pouvoir ensuite ramener ça dans de l'opérationnel courant. Ramener aussi les flux financiers à des réalités économiques. J'ai toujours entendu dire « Oh là là, le BFR, c'est super compliqué, c'est une affaire de directeur financier et de modélisation, moi, j'y comprends rien. » Non, en fait, le BFR, c'est très simple. Petite anecdote, on est en train d'embaucher, de faire grossir notre équipe commerciale. Et on était en train de discuter justement du fait qu'on avait des stocks qui dormaient parce que les clients ne se faisaient pas livrer. Et donc, mon directeur commercial me dit « J'aurais besoin de 3 nouveaux véhicules. » Je lui dis « C'est marrant, en fait, le montant que tu me demandes, c'est exactement le montant des stocks dormants que tes clients ne veulent pas prendre. Donc, débrouille-toi pour faire livrer ces stocks chez tes clients qu'on les facture, et puis comme ça, il n'y a pas de problème, on pourra acheter des véhicules. » J'exagère, je caricature, mais la réalité, c'est ça. En fait, le BFR, c'est ni plus ni moins ça. C'est des réalités économiques d'une société qui se traduisent tous les jours. Sortir ça de la DAF et vulgariser quotidiennement. Exactement. C'est pas un sujet de grand financier, enfin,
qui n'est pas sujet uniquement de grands financiers Alors, et de quand même un peu, hein. Quand même un peu, mais à la fin, en fait, c'est des flux qui passent d'une poche de gauche à une poche droite, et il faut que ça, les gens se l'approprient dans leur quotidien. Après, le cerveau est orienté PNL, donc on cumule, on fait du year-to-date et on fait des écarts. La difficulté du BFR, c'est que c'est à la fois simple, parce qu'effectivement, ça touche des process opérationnels simples, mais c'est extrêmement complexe, finalement, à tracer. La logique de flux et de bilan est, je trouve, moi, plus complexe que la logique de PNL, avec des entrées et des sorties. Un DSO, ça a l'air très simple, mais ça l'est pas tant que ça. Voilà. Et c'est à la fois simple et en même temps complexe. Moi, c'est ce que je rencontre au quotidien. C'est généralement mes clients me disent, on sait qu'on a des problèmes de facturation, on sait qu'on a des problèmes de recouvrement, de niveau de stock. On a beau le savoir, ça fait des mois qu'on n'arrive pas à améliorer ça. On sait que ça va pas. Pourtant, c'est simple. Et oui, mais en fait, c'est pas si simple que ça finalement. Mais par contre, effectivement, ça doit être vulgarisé au quotidien. Ensuite, ce qui est important, je trouve, c'est de bien identifier quels vont être les relais d'action, qui va pouvoir agir lorsqu'on va mettre en place un plan d'action, qui va pouvoir être contributeur direct de mon plan d'action, de l'amélioration de mon BFR, que ce soit sur les stocks, que ce soit sur côté client. Et il faut se concentrer sur cette population. Et quand je dis concentrer, c'est pas leur demander de tout faire, mais en tout cas, c'est d'avoir cette pédagogie et l'accompagnement pour leur montrer l'importance de ces aspects-là et leur montrer qu'ils sont un maillon essentiel en fait dans ce pilotage-là. Et enfin, encore une fois, ne pas en faire un sujet de financier uniquement. Il y a des contraintes métiers. On ne peut pas arriver en tant que directeur financier en disant moi, je suis désolé, j'ai un problème de DSO ou de DIO, vous allez me régler ça parce que c'est pas possible. Derrière, bien évidemment, il faut aller identifier les leviers actionnables qui ne vont pas affecter, on va dire, l'opérationnel courant, ou en tout cas avec un niveau de compromis acceptable pour tout le monde. Donc, c'est bien une définition de plan d'action commune à la fois pour des besoins financiers, mais aussi pour des besoins terrain, pour une réalité économique. Et comme l'a dit Julien tout à l'heure, l'incentive des commerciaux, par exemple, chez nous, on a décidé de ne pas forcément le faire. On y reviendra après parce qu'on a un délai de conversion en trésorerie qui est assez long. C'était assez pénible à piloter et à suivre. En réalité, derrière, en revanche, on va mettre des garde-fous, d'autres garde-fous, qui vont nous assurer que l'équipe commerciale reste bien focalisée sur le recouvrement. On y reviendra après. Sur la partie reporting, effectivement, chez GPG, on a deux types de données, comme dans la plupart des sociétés. Une donnée opérationnelle, qui est la donnée qui est immédiatement disponible, qui est parfois la moins challengée, puisqu'elle doit être challengée par des équipes opérationnelles et qui n'ont pas forcément le temps au quotidien d'aller rentrer dans de la donnée, dans de l'analyse pointue derrière. Donc, c'est la donnée qu'on utilise immédiatement et à la fin, j'ai envie de dire, qui est systématiquement corroborée par de la donnée comptable, pareil, des formations. Je pense qu'une bonne vieille balance générale ou un bon vieux grand livre à la fin permet de faire foi et de tout recouper. Donc, bien faire attention en tout cas à pouvoir valider le financier par l'opérationnel et inversement l'opérationnel par le financier. Je pense que c'est ce qui doit transparaître dans un reporting. Et deuxième point important, effectivement, toujours la problématique d'organisation de la donnée. Un reporting, ce n'est pas un amoncellement de tableaux et de graphiques qu'on va envoyer en disant voilà les comptes, voilà tout ce qu'il y a dedans. C'est plutôt de l'analyse, c'est-à-dire se mettre à la place du lecteur et essayer de soulever toutes les questions que les chiffres ou les graphiques peuvent amener et d'y répondre. D'y répondre en profondeur, c'est-à-dire trouver les causes, proposer des plans d'action et plans d'action qui sont à mesurer dans le temps, c'est-à-dire dans les futurs reporting, revenir systématiquement sur les actions mises en place, sur leur efficacité, sur l'éventuelle correction qu'on a pu apporter si les actions mises en place n'ont pas été efficientes. Et enfin, alerter par anticipation. Alors, il ne s'agit pas de brandir des drapeaux rouges dans tous les reportings pour se prémunir en avance, simplement essayer d'anticiper des tendances qui se dégagent, notamment sur la saisonnalité d'un BFR qu'on peut connaître à l'avance parce qu'on a un métier dans lequel le BFR peut être très cyclique et donc on peut très bien anticiper des tendances et le faire remonter. Là, très récemment, assez bêtement,
dans mon reporting du mois d'avril, j'ai alerté sur le fait que compte tenu de tous les ponts du mois de mai, potentiellement, on pouvait s'attendre à ce que fin mai, on ait un DSO et un DIO qui est un peu dérivé. Pourquoi ? Parce que le faible nombre jour ouvrés ne me permet pas de livrer et donc de facturer mes clients. Et de la même manière, j'ai des équipes côté recouvrement qui vont aussi, eux, être en congé et donc avec un recouvrement un peu moins actif. Donc, effectivement, c'est une anticipation d'une tendance sur laquelle, en fait, je peux alerter pour que, au moment où on va ouvrir le reporting du mois de mai, on ne soit pas affolé en se disant « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Tous les indicateurs dérivent. Donc, il ne faut pas hésiter, avec des éléments tangibles, évidemment, c'est là où c'est vraiment important, à alerter sur des tendances, à bien revenir parfois sur des problématiques cycliques. Nous, on a une activité qui est très saisonnière, qui est notamment avec un point culminant à la Toussaint, où on a un BFR, nous, qui va se gonfler jusqu'à la Toussaint, en prévision du stockage et de la livraison au mois d'octobre. Et ensuite, le BFR va se dégonfler et se convertir en trésorerie. On le sait, donc ça vaut le coup, de manière assez régulière, d'expliquer cette saisonnalité du BFR, de l'accompagner. Et bien évidemment, ce n'est pas parce qu'il y a une saisonnalité du BFR qu'on ne doit pas s'occuper des délais, c'est-à-dire les garder quand même sous contrôle. On connaît les métriques, on sait jusqu'où le délai client et le délai stock doit aller malgré cette saisonnalité. Et donc, il faut effectivement jongler entre de la pédagogie, là aussi à travers les reportings, et du pilotage opérationnel. Hyper clair, Guillaume, et complètement en ligne sur ton premier point. Toujours partir de la donnée disponible et de faire cet arbitrage entre attendre l'exhaustivité de la donnée, être sûr d'avoir 100%, mais attendre, 10 jours de plus, ou partir de la donnée existante. Et en fait, je peux avoir réponse à 100% ou 90% de mes sujets. Donc, tes reporting en 2 temps. Nous, on fait ça typiquement chez Agicap, notamment sur un sujet cash. On a besoin d'avoir de la visibilité très rapidement sur comment s'est passé le mois en cash. Donc, le premier du mois, en fait, via les cash flow, la méthode directe de cash flow, on est capable d'avoir tous nos encaissements par pays, TTC, tous nos décaissements par nature, etc. Derrière, on arrive à comprendre notre burn. En revanche, on est obligé d'attendre 10 à 15 jours, enfin entre 10 jours, disons, pour avoir le reporting FP&A complet avec tous mes sujets business derrière, etc. Et parfois, en échangeant avec des directeurs financiers, je me rends compte que cette approche de reporting en 2 temps et de se dire, OK, est-ce que en fait, en grattant 10 jours, je n'ai pas accès à 90% de l'information, ce n'est pas forcément une initiative que chacun a. Et pourtant, je pense qu'elle permet de défricher des problèmes bien en amont et sans avoir 100% de la donnée, on arrive à tirer des messages et à mettre des actions en place en face. Donc, c'est quelque chose sur lequel je me retrouve bien dans ton reporting en 2 temps. Après, point important, ça je pense que ce n'est pas Julien qui va me contredire, on fait avec ce qu'on a comme données. Toutes les sociétés n'ont pas la même maturité sur l'accès à la donnée, sur la qualité de la donnée. Et donc, bien évidemment, il y a une vraie question qui se pose sur l'intégrité des données. Qu'est-ce que je peux avoir comme données ? Qu'est-ce qui me manque également comme données pour pouvoir faire mes analyses ? Oui, d'ailleurs, peut-être juste pour terminer une phrase là-dessus, c'est extrêmement juste, notamment quand on passe en LBO ou dans un environnement avec une exigence de reporting accrue, c'est-à-dire un besoin de sortir des données de façon plus fréquente, du mensuel ou de l'annuel. On a besoin effectivement de sortir des choses avec des données qui existent, de partir de l'existant pour avoir une réflexion intelligente sur la capacité à produire ce qu'on va avoir besoin. Donc évidemment, ça dépend complètement de l'environnement de départ. Et après, toute l'agilité et l'enjeu du DAF, notamment sur ces sujets de reporting et de création de data, ça va être d'animer ça, et pas que au niveau de la DAF, également avec les opérations. On vous propose de passer sur le 3e thème, donc rentrer plus concrètement sur les sujets d'impact BFR. Julien, je te laisse la parole. Ouais, ça marche. Donc, le BFR, qu'est-ce que c'est ? Alors, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, c'est des choses simples et notamment très opérationnelles. Le BFR, c'est la traduction financière des actes du quotidien. Donc, pour faire tourner une entreprise, on a besoin d'acheter, de payer ses fournisseurs, potentiellement de stocker sur notre activité,
d'acheter et de stocker, de produire et de stocker. Il va forcément falloir à un moment donné vendre. Donc, on va devoir négocier des contrats, des conditions de règlement, des conditions de facturation. Ensuite, on va faire en sorte de les faire respecter au quotidien, ces conditions qu'on a négociées ou d'ailleurs pas négociées, parce que généralement, c'est plutôt des éléments qui sont subis que réellement négociés, pour à la fin de cette chaîne pouvoir encaisser. C'est-à-dire que tout ce qui est en amont de cette chaîne, finalement, c'est de l'argent qui est investi, c'est de l'argent qui est immobilisé, c'est de l'argent qui n'est pas chez vous. Pour autant, vous avez beaucoup d'argent qui est déjà sorti. Donc, tout l'enjeu du BFR, c'est sur ces différentes briques d'arriver à accélérer et optimiser le flux pour faire en sorte d'avoir on va dire l'actif le plus bas possible, côté facturation et créances non encaissées, et puis un passif qui permette, autant que faire se peut, suivant vos activités, de financer cet actif. Voilà, donc classiquement, quatre briques, côté fournisseur, côté stock, côté facturation avec les FAE et les PCA, et côté encaissement avec les créances clients. Comme le disait Guillaume tout à l'heure, ce qui est vraiment important, c'est de savoir sur quoi on doit travailler. Donc, vous posez-vous la question à votre niveau, côté DAF, ou évidemment aussi côté fonds, finalement, quand je regarde mes participations sur ces différentes dimensions, lesquelles sont plus ou moins potentiellement sous performance ou à travailler sur potentiellement du stock dans le négoce, potentiellement de la FAE sur de l'activité de service, sur des activités de industrie ou d'activités de projet à facturer ou d'encaissement. Ce qui va marcher, c'est d'identifier quels sont les sujets qui auront le plus d'impact si je les adresse pour pouvoir incentiver et mettre en place des plans d'action qui vont être pertinents sur les thématiques qui auront le plus d'impact. Ça ne sert à rien de s'exciter sur tous les sujets ou de vouloir tout lancer en même temps. D'abord, regarder où on en est et puis après, prioriser par rapport à là où on va avoir de l'impact et ensuite mettre des indicateurs et puis animer des plans d'action. Voilà, donc ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais effectivement, la dette fournisseur est un sujet sur les aspects de négociation, évidemment, des délais de règlement, sur les campagnes de règlement au niveau de la DAF, quand est-ce qu'on paye nos fournisseurs. Guillaume, par exemple, tu as mis en place des choses, toi, côté GPG sur le sujet? Effectivement, alors nous, sur la dette fournisseur, j'ai parlé de la dette fournisseur hors exploitation, ce n'est pas des volumes excessivement importants. En revanche, le levier d'action quasi presque immédiat, quand je suis arrivé, la majorité des fournisseurs hors exploitation étaient payés comptant ou avec des délais très courts. Ça peut être très vrai quand on embauche des freelances, des petites structures, effectivement, pour ne pas les mettre en difficulté derrière. On peut effectivement avoir de la souplesse et payer comptant. Maintenant, on s'est rendu compte qu'on avait un certain nombre de fournisseurs qui étaient en dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, voire en centaines. Il n'y avait pas de raison fondamentale pour que ces gens-là, on se mette à les payer comptant, surtout qu'on ne retirait pas d'escompte, on ne retirait aucun avantage. Et donc, j'ai fait assouplir les délais de règlement soit à 30 jours, soit à 60 jours, comme le permet la loi en France. Et pour tout nouveau contrat, en fait, j'en ai fait un point d'attention pour les personnes qui vont contracter, de bien regarder les délais de paiement accordés par les fournisseurs et d'en faire un point clé dans la discussion et de rien accepter en dessous de 30 jours et d'avoir comme règle, en fait, de demander un délai de paiement à 60 jours. Voilà, c'est des actions qui n'ont pas forcément transformé de manière incroyable le BFR chez nous, mais qui sont presque le minimum, en tout cas, à faire, et le réflexe à avoir, bien vérifier ce pavé-là de dette fournisseur, parce que c'est un levier immédiat. Voilà. Donc, côté stock, on va y revenir. Facturation, encaissement. Il y a toujours trop de stock parce qu'on veut mettre des matelas. On a des coussins un peu partout. On a des gestions décentralisées avec des agences qui surstockent. Facturation, c'est souvent un thème aussi puissant d'optimisation. On a souvent des conditions qui sont non négociées pour des jalons de facturation à l'avancement, par exemple. Voilà, c'est ce qu'on va détailler après. Ce qu'il faut garder en tête, je pense qu'il est important, au mois d'expérience, on a un enjeu qui représente quasiment 10% du chiffre d'affaires en optimisation de BFR. C'est-à-dire que pour une société qui fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, l'enjeu moyen, c'est 5 millions d'euros sur ces différentes thématiques. Donc, c'est vraiment significatif et à l'échelle notamment d'un LBO, à l'horizon d'un LBO, on a un gros levier de génération de cash généralement si on adresse ces thématiques.
Hyper intéressant ce ratio qui permet de mettre un ordre de grandeur. On vous propose donc de zoomer directement. Donc, d'être fournisseur, on comprend, Guillaume, que tu as mis des quick wins en place et que en fait, tu as eu un impact mais assez simple, entre guillemets, à mettre en place. Ce qu'on comprend, c'est que sur stock et créance client, la tâche est plus profonde. Je te laisse éventuellement développer la partie stock. Globalement, sur les sujets de BFR, il y a une première phase qui est une phase d'analyse. En fait, comprendre comment se forme le BFR, comprendre s'il y a des dérives, en fait, à quoi elles peuvent être liées et bien identifier les causes principales. Ça, c'est essentiellement le travail de Julien, de venir aider des sociétés qui ne sont pas forcément équipées ou qui n'ont pas forcément la connaissance technique sur ces sujets-là. Là, l'idée chez nous, ça a été effectivement de premièrement voir les 3 causes qu'on a décelées. Premièrement, un surstockage des stocks, en propre. Pour anticiper de la demande, on a été un peu, et nos clients aussi ont été un peu traumatisés par l'effet Covid et les délais de livraison qui se sont allongés. Donc ça, c'est le premier point. Des livraisons bloquées, parce qu'on a un garde-fou. En cas de non-règlement des clients, au bout d'un moment, on arrête de les livrer, parce que ça ne sert à rien de livrer des clients, de les facturer si on sait qu'on ne va pas être recouvré derrière. Donc, on a tout un tas de stocks qui sont liés à des problèmes de recouvrement et des clients qui, effectivement, laissent dormir un peu du stock chez nous parce que c'est plus confortable que ça soit chez nous que chez eux. Et donc, ça pèse sur notre BFR. Face à ça, on a mis en place depuis quelques mois un certain nombre d'actions très opérationnelles. Premièrement, on a mis à disposition de tous nos commerciaux le stock en temps réel avec toutes ses caractéristiques et ils vont pousser, on va dire, auprès de nos clients pour pouvoir utiliser ce stock-là et que 2 leviers. Premièrement, peut-être parfois avoir des opérations commerciales sur certains produits. Et deuxièmement, c'est un stock disponible immédiatement, qui tue le problème délai de livraison qui est à peu près chez nous de l'ordre de 15 à 16 semaines. Et donc, ça peut être un avantage aussi pour eux. Ensuite, on va renforcer les actions de recouvrement qui vont permettre de mettre en livraison les stocks dormants. Donc là, renforcer, on y viendra après sur la partie client, renforcer soit en moyens humains en temps passé, soit également en termes d'outillage pour accélérer. Livraison, parce que chez nous, livraison égale facturation. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur ce point-là. Mise en place de règles de gestion assez simples. On n'a pas inventé des indicateurs complètement délirants. 3 indicateurs qu'on a mis en place. Une valeur du stock du client par rapport à son chiffre d'affaires. Évidemment, l'antériorité de son stock et un tonnage maximum qu'on s'est donné par client. Et lorsque 2 voyants sur ces 3 s'allument, eh bien, effectivement, l'équipe logistique fait un petit warning au directeur commercial et à son équipe et à moi pour pouvoir prendre des actions terrain, appeler les clients et débloquer ces situations pour pouvoir mettre en livraison ces stocks dormants. Et bien évidemment, c'est un combat presque quotidien terrain qu'on essaye de mener pour que sur ce sujet-là, mais que bien évidemment, nos commerciaux sensibilisent les clients. GPG, c'est une société, au-delà de vendre des produits, qui vend aussi du service derrière. On sait très bien que pour des petits clients, le fait que le stock puisse rester un peu chez nous pour les épauler sur certaines gestions de difficultés opérationnelles, bien évidemment, c'est quelque chose que l'on fait et que l'on fait en termes d'accompagnement. Maintenant, effectivement, on met aussi des limites parce que du stock chez nous, c'est un coût qui n'est pas refacturé aux clients. Donc, aussi de trouver le juste milieu entre l'accompagnement opérationnel terrain qu'on le veut donner à nos clients, mais aussi une gestion saine de notre BFR. Très clair. Merci Guillaume. Julien, du coup, toi, en vision un peu plus globale, tes grands conseils sur l'environnement stock. Ouais, thème très vaste, hein, effectivement. Donc, on a beaucoup parlé de dormant, donc ça fait écho au titre de ce slide. Hein. Ne laissez pas dormir vos stocks. Donc, comme le disait Guillaume, essentiel pour s'améliorer sur le sujet stock, c'est de savoir quels sont nos sujets. Pour faire ça, il faut mener certaines analyses et notamment un classique qui est rarement fait pourtant. Moi, je le rencontre vraiment très rarement, qui est une balance AG des stocks. Balance AG des stocks, c'est ce qui est représenté en haut à gauche.
c'est de prendre au niveau de vos références vos stocks en quantité et les rapporter à vos ventes, consommation en quantité, pour pouvoir exprimer finalement le niveau de rotation de vos références. Ce qui est illustré là-haut, c'est 5 millions par exemple de stocks avec plus de 1,2 million de références qui ont été identifiées avec une rotation supérieure à 1 an. 1 an, quand on se dit que cette société est capable d'avoir de s'approvisionner sous 2 semaines, on se dit qu'il y a un certain nombre de sujets à aller travailler pour faire en sorte que cette rotation s'accélère. Donc, pour l'aspect stock, c'est comprendre quels sont nos sujets et ensuite mettre en place des plans d'action détaillés à la référence. Parce que le stock ne s'améliore, ne s'optimise qu'au niveau concret de ce qui est acheté ou de ce qui est produit. Ça, c'est vraiment le point de départ. Et ensuite, il faut mettre en place une animation sur les plans d'action qu'on va identifier, plans d'action qui vont devoir impliquer à la fois le commerce, puisque les stocks, c'est pour beaucoup une conséquence, voire une pression du commerce qui génère des surstocks potentiellement, de la production qui va produire si on est en activité industrielle, des acheteurs si on est sur du négoce, du directeur financier qui aura aussi ses indicateurs à suivre. Donc finalement, on est sur un cycle qui touche absolument toutes les dimensions de l'entreprise. Et donc le succès, c'est d'arriver à identifier les actions qui vont devoir être faites. Est-ce qu'elles sont au niveau des achats finalement? Est-ce qu'elles sont au niveau des approvisionnements? Très fréquemment, on approvisionne beaucoup trop en amont par rapport aux besoins. Donc, est-ce qu'il faut professionnaliser cette fonction approvisionnement? Est-ce qu'il faut acheter différemment? Est-ce qu'il faut revoir la politique commerciale? Voilà, c'est tous ces sujets qu'il faut identifier pour pouvoir relancer les bonnes actions. Moi, d'expérience, c'est vraiment le sujet numéro 1, c'est généralement, on se dit qu'on a trop de stock, mais on ne sait pas vraiment comment attaquer le sujet et pour arriver à les mettre plus en cohérence par rapport à notre niveau d'activité. Voilà, donc ne pas s'éparpiller, parce que c'est un sujet complexe qui engage la responsabilité du groupe, et donc bien cibler les efforts sur un niveau de détail réel, à l'article. Ok, donc passer par du micro pour quand même s'orienter sur une règle un peu 80-20 pour ne pas se perdre complètement dans Exactement. Pareto reste notre meilleur ami sur le sujet d'optimisation des stocks. Exactement. Deuxième grand zoom qu'on souhaitait réaliser, donc sur la partie plutôt créance client, qui en fait, derrière ça, il y a vraiment une multitude de différents effets. Un délai pur administratif lié à la facturation. Est-ce que je facture en journalier, en hebdo, en mensuel? Un sujet facial, DSO, position de la facture, et un sujet recouvrement derrière. Guillaume, si tu veux commencer sur ce sujet vaste. Alors, effectivement, la première chose, c'est déjà de pouvoir sortir les indicateurs de gestion, de délai de règlement et de savoir effectivement le décomposer avec ces 3 temps que tu viens d'évoquer, entre la facturation, le DSO facial et ensuite le recouvrement derrière, pour savoir sur quelle partie de mon DSO je vais pouvoir agir. Est-ce qu'il faut que j'agisse en amont au moment où j'émets ou en aval après sur le recouvrement? Donc ça permet déjà de focaliser ces actions, voire parfois sur les 3. Et donc ça, effectivement, en revanche, c'est bien la direction financière qui en est porteur et responsable de pouvoir sortir ces indicateurs avec la donnée. Et ensuite, il va falloir analyser ces indicateurs. Sur la partie incentive, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, effectivement, on a fait le choix de ne pas aller forcément vers un incentive qui est lié au recouvrement, parce que c'est assez complexe dans notre chaîne de conversion en trésorerie. Néanmoins, comme vous l'avez compris tout à l'heure, en cas de non-paiement par les clients, les livraisons sont arrêtées, voire on peut aller jusqu'à l'arrêt même de la prise de commande. Ce qui, du coup, là, va toucher au cœur même de l'activité commerciale. Donc, et là, si je peux juste effectivement intervenir, levier extrêmement puissant de bloquer, par exemple, en cas d'impayé, la capacité de clients à venir commander ou récupérer du matériel. J'ai certains clients qui sont incapables de le faire parce que culturellement, c'est trop dur de bloquer les comptes clients. Il faut trouver des moyens dérivés donc pour arriver à. Alors au même résultat, mais c'est clairement le meilleur moyen.
Et ça rejoint la culture cash, c'est-à-dire que quand on a une culture cash niveau 0, c'est impensable de toucher, de bloquer un client qui veut venir récupérer du matériel. Alors qu'en fait, c'est très souvent le meilleur moyen pour que le coup d'après, il est plus d'impayé, notamment. Alors, ça, j'ai pas de mérite, ça existait avant, mais effectivement, c'est, je trouve, un garde-fou assez puissant qui, du coup, permet de contrecarrer ce manque d'incentive sur le recouvrement, puisque à la fin, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. De toute façon, il y a besoin du recouvrement pour ne pas bloquer la livraison ou la commande et donc réaliser ses performances commerciales. Et enfin, en termes de procédure, effectivement, la question se pose de la périodicité de la facturation. Et là, on va y venir sur la slide suivante un peu plus en détail. Les grandes caractéristiques chez nous de notre poste client, c'est qu'on a un délai de conversion en trésorerie entre la prise de commande de notre client et la conversion en cash qui fait à peu près 150 jours, ce qui est extrêmement long, ce qui du coup nécessite un pilotage assez rapproché avec beaucoup d'anticipation. Un portefeuille client très atomisé, on a à peu près 600 partenaires clients. Un DSO très volatile d'un mois sur l'autre, puisqu'il est très atomisé en fait en fonction du nombre de clients qu'on va relancer, de la disponibilité des clients qui sont parfois des tout petits clients, on peut avoir des effets de bord. Et là, un peu comme tout le monde, le cas des impayés clients. Là-dessus, sur la partie cycle de facturation, on est passé d'un cycle de facturation mensuel à un cycle de facturation hebdomadaire. Ce qui, bien évidemment, nous a fait gagner sur un mois 3 semaines déjà de FAE et donc permettre derrière un encaissement, bien évidemment, dans la même ordre de grandeur. Ça nécessite derrière un ajustement opérationnel. On avait des bons de livraison qui remontaient effectivement tous en fin de mois. Il a fallu recréer une chaîne opérationnelle pour remonter les bons de livraison de manière hebdo. Tous les vendredis, on obtient les bons de livraison de la semaine, ce qui permet la semaine suivante, en tout début de semaine, de venir facturer tout ce qui doit être facturé et éviter effectivement d'avoir des niveaux de FAE qui gonflent et qui, à la fin, se décalent dans le temps. Face au risque d'impayé, une action qui est la mise en place d'assurance crédit, qui est quelque chose d'assez courant. Aujourd'hui, on se rend compte que post-Covid, la défaillance a été stoppée pendant 2-3 ans. Aujourd'hui, elle repart à la hausse. De ce que je vois, elle n'est pas plus élevée que pré-Covid. Donc, on revient dans un cycle de défaillance d'entreprise, dire des niveaux plus ou moins normatifs. Néanmoins, comme nous, on a une typologie de clients qui peut être à la fois du grand compte et à la fois une petite pompe funèbre qui est ni plus ni moins qu'une TPE, on peut avoir des risques de défaillance. Donc, on s'en prémunit avec des assurances crédit. Des règles de blocage de livraison ou de prise de commande en cas de retard de paiement ou d'impayé, c'est ce qu'on vient d'évoquer juste avant, qui est notre garde-fou en termes de recouvrement. Et dans les points qu'on est en train de continuer à travailler, c'est un renforcement des moyens humains sur le recouvrement, comment on peut passer plus de temps à faire du recouvrement et évidemment, déploiement d'un outil dédié, c'est pas simplement y passer plus de temps, mais c'est aussi mieux le travailler, disposer des bons indicateurs pour identifier les bons levées d'action. Ça passe aussi par un bon outillage avec le fait de pouvoir avoir un DN règlement client en vision dynamique et non plus en réalisé. Aujourd'hui, j'ai mon DSO en fin de mois, entre guillemets, une fois que j'ai mes comptes qui sortent. Aujourd'hui, pour moi, l'importance, c'est d'avoir le DSO en vue dynamique avec une périodicité, tout comme pour la facturation, beaucoup plus importante pour pouvoir anticiper et prendre les bonnes actions au bon moment. C'est pas une fois qu'on s'est rendu compte en fin de mois que le DN règlement avait dévié qu'on va se dire qu'est-ce que je vais faire le mois suivant. Il vaut mieux pouvoir en intramensuel anticiper ce genre de choses et prendre les bonnes actions au bon moment. Guillaume, petite question liée de Elsa là, dans la box question. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le cycle de conversion de 150 jours et éventuellement le décompenser entre prise de commande, facturation, encaissement, recouvrement ? Alors, 150 jours, ça provient globalement du fait qu'on a un délai de livraison, puisqu'on fait fabriquer soit en France, soit à l'étranger, en fonction des typologies de demandes que l'on peut avoir. Il y a le temps de fabrication entre la prise de commande, donc temps de fabrication, temps de transport. On a des fabricants qui sont soit basés en Inde, soit parfois en Chine. Ça peut être en France aussi, ce qui peut parfois
également être amélioré. Mais effectivement, on a un délai incompressible de fabrication et de livraison qui est globalement de l'ordre de 14 semaines à peu près, qui constitue le gros de cette partie-là. On ne prend pas d'acompte, on facture à la livraison. Donc, en gros, globalement, c'est tout le cycle qui est à partir du moment où j'ai lancé ma production à la prise de commande et le moment où je vais être en mesure de livrer mon client, donc entre 14 et 17 semaines, plus derrière un délai de recouvrement qui peut être soit de 30 jours, soit de 60 jours, auquel je rajoute. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'est fait notre cash conversion cycle. Donc, sur la partie, j'ai envie de dire, logistique, en fait, on a tout internalisé, on a la main sur cette partie logistique pour optimiser au mieux ce délai de livraison. Donc, on sait que là-dessus, on est aussi dépendant de transitaires internationaux. La crise du Covid, il n'y avait plus aucun bateau, plus aucun conteneur de disponible. Là, aujourd'hui, on est revenu vraiment dans un fonctionnement nominal. Donc, on sait qu'en revanche, les actions qu'on va pouvoir prendre, c'est une fois que c'est arrivé chez nous, c'est le délai de livraison entre chez nous et chez notre client. C'est à notre main, c'est à nous de le piloter pour s'assurer d'un délai de rotation des stocks optimal. Et la partie, comme on vient de l'évoquer, facturation, c'est-à-dire facturer avec une périodicité suffisamment satisfaisante pour pouvoir encaisser de manière régulière et là aussi ne pas se rajouter sur le cycle FAE encore des semaines supplémentaires. Et enfin, sur le recouvrement, c'est d'avoir des moyens humains, des moyens informatiques pour piloter au mieux ce recouvrement et réduire, on va dire, le délai à son maximum. Claire. Merci beaucoup, Guillaume. Julien, si tu veux enchaîner sur tes expériences pour être un peu plus global et être un peu moins cas concret spécifique tel que Guillaume détaillait chez GPG Granit. Ouais, alors, félicitations à Guillaume qui a effectivement participé à déployer des très bonnes pratiques. Moi, j'ai illustré quelques sujets qui effectivement sont plutôt marchent bien quand on veut impulser une dynamique cash au niveau des équipes. Tout à l'heure, on parlait d'indicateurs, d'avoir le bon indicateur. Ce qui est important, c'est effectivement d'avoir le bon indicateur. On va le voir dans le slide d'après, je pense, qu'il y en a potentiellement plusieurs qui peuvent être pertinents et qu'il faut bien les choisir. Mais après, surtout, le DSO qu'on calcule au niveau DAF et qu'on reporte, par exemple, si on prend le DSO, doit être dupliqué et déployé au niveau managérial efficient. Pour pouvoir faire l'objet d'optimisation, il faut savoir où est-ce que le bas blesse. Et donc là, typiquement, j'illustre ce qu'il faut classiquement faire dans un business en agence ou un business multi-entité avec des activités différentes, voire même au sein d'une entité avec, si on est en mesure de splitter des types d'activités ou des types de clients, il faut décliner cet indicateur pour pouvoir voir où on en est, quel était l'historique, où on en est à date, en nombre de jours, et après pouvoir se fixer des ambitions, des cibles, et piloter l'atteinte de ces cibles avec les plans d'action qu'on met en face. On ne bouge les équipes que si elles sont directement intéressées et si elles ont directement leur performance et là où on les attend. Donc, il faut à la fois de l'indicateur et puis des jours. Enfin, il faut des jours d'un indicateur et puis de la valeur. Donc, chiffrer les gains qu'on attend des actions qu'on leur demande. Donc, l'ambition, elle est collective. On va dire, par exemple, il faut gagner 10 jours de DSO. 10 jours de DSO, ça va faire X millions d'euros. Et ce X millions d'euros, on le décline au niveau, par exemple, des agences ou des BU. Et puis après, on pilote de façon mensuelle afin de voir que ça avance et puis potentiellement d'engager des actions complémentaires. Les KPI sur cet aspect sont nombreux. Donc là, je vous ai présenté 2 tableaux avec partie gauche, 4 indicateurs qui sont classiques pour la partie gestion du cycle client et partie droite, une organisation qui peut être type ou en tout cas à réfléchir par rapport à vos entreprises. Donc, au niveau des indicateurs, il y a évidemment le DSO qu'on a évoqué, un DSO qui est l'indicateur classique qui prend en compte à la fois les délais de paiement négociés et les retards de règlement. Il y a plein de méthodes, plein de façons de le calculer. C'est généralement un indicateur très pertinent au niveau macro. Il est assez souvent aussi quand on décline en dessous, par exemple, au niveau d'agence ou d'entité.
Par contre, il peut ne pas être pertinent pour certaines populations au sein de l'entreprise. Donc, il y a d'autres indicateurs, par exemple le taux d'échu, qui va mesurer le niveau de retard, juste le niveau de retard d'encaissement et pas pour le coup le niveau global de l'encours, ce que fait le DSO. Le taux d'échu va pouvoir être intéressant pour des personnes qui sont en charge juste de relancer les impayés. Comme ils n'ont pas la main sur le dérèglement, on ne va pas leur mettre le DSO comme indicateur parce que ce serait pas compréhensible. Donc, l'échu, si on travaille sur les retards, c'est un bon indicateur. On a aussi des indicateurs opérationnels pour les équipes de chargés de recouvrement avec un taux d'encaissement du mois. Au début du mois, qu'est-ce que j'ai comme retard à date et qu'est-ce que j'ai comme échéances qui vont arriver à échéance avant la fin du mois. Et ça me fait mon objectif du mois. Et ça, c'est un indicateur très opérationnel qui est utilisé pour les équipes. Puis après, on a le taux de douteux, évidemment, hein, qui pilote votre niveau de perte et votre performance en termes de risque et d'assurance crédit. Voilà, qui est plus un indicateur financier, qui est moins pertinent, on va dire, pour les opérations et voir la performance d'encaissement. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plusieurs types d'indicateurs. Il faut choisir les bons par rapport au niveau de responsabilité et de ce qu'on attend des équipes sur les différents sujets. Et ça fait le lien avec le tableau qui est à droite. Un des gros écueils sur le sujet recouvrement qui fait que généralement, on sait qu'on est sous-performant, mais on n'arrive pas à s'améliorer. C'est la définition claire et précise du qui fait quoi sur le sujet des encaissements. Très classiquement, on pense que certaines personnes font des choses, mais elles ne le font pas. Ou alors, on demande à des commerciaux d'agir, mais vu qu'on ne leur a jamais expliqué, on les incentive sur le chiffre d'affaires et managérialement, c'est pas leur sujet numéro un, ça ne marche pas. On attend beaucoup de la DAF, mais elle ne peut pas tout faire tout seul. Et donc, c'est une espèce de groupe de travail qu'il faut faire et de revue de process pour bien définir qui est responsable de gérer quoi sur le process des encaissements. Il y a des litiges d'impayés qui sont liés à des problèmes administratifs, il y a des litiges qui sont liés à du commerce, potentiellement à de la production. Il y a plein de causes qui font que vous avez un poste client qui est sous-performant. Et il faut les comprendre et puis en face de ça, adapter une organisation claire et qui soit partagée avec tous pour faire en sorte d'arriver à avoir un poste client performant. Donc, ce travail a l'air simple, mais en fait, c'est le plus compliqué. Bien plus que de trouver le bon indicateur, c'est d'aligner une organisation efficiente par rapport à nos problématiques et à nos objectifs d'optimisation de DSO. Merci beaucoup. Sur un point, de ce que tu viens de dire, mais c'est ce qu'on a dit un peu tout au long en fait, de la présentation. Les actions en fait, qu'on a mis en place chez nous, j'insiste, ce n'est pas la direction financière qui est arrivée avec des jolis slides en disant voilà, on va faire ça. En fait, ces actions-là ont été co-construites, bien évidemment, avec les métiers pour tenir compte, et on l'a dit tout à l'heure, de réalité opérationnelle terrain et de jusqu'où, quels sont les leviers actionnables sans aller, bien sûr, enrayer l'opérationnel quotidien. Le but étant pas de mettre des bâtons dans les roues à tout le monde, mais de trouver un juste milieu entre des problématiques de la direction financière et générale et des problématiques des opérationnels qui vont gérer au quotidien. Donc, ces plans d'action-là, sont pas à construire par le directeur financier tout seul dans son coin, mais bien évidemment, c'est des réflexions parce que les opérationnels ont aussi le ressenti terrain et peuvent bien évidemment voir des levées d'action très métiers que seul le directeur financier ne peut pas identifier de son point de vue. Donc, c'est vraiment la co-construction et l'embarquement des équipes opérationnelles sur ce type de plan d'action est vraiment essentiel. Tout à fait. Et ça fait complètement écho à la question de Jean-Baptiste sur, dans l'optique de développer cette culture cash, quel type de KPI on met en face de quelle population pour mettre de l'ownership, ne pas les perdre, etc. Donc, je pense qu'on est complètement en ligne sur ce point-là. D'ailleurs, pour compléter en 2 mots sur cette question, là, on est sur le sujet encaissement, sur le sujet facturation, qui est un gros levier d'optimisation de BFR, qui est un peu plus caché que les créances, évidemment, qui sont plus lisibles parce que c'est facturé et c'est encaissé. Sur le sujet facturation, il y a plein d'indicateurs simples à mettre en place au niveau des opérations, des chefs de projet, avec des délais de facturation. Piloter les PAE et les PCA en valeur et aussi mettre en face de ça
un indicateur de performance en jour avec une ambition, par exemple, qui est de je ne veux pas plus de 15 jours de FAE sur mes activités, c'est-à-dire pas plus de 2 semaines de chiffre d'affaires non facturé en fin de mois, voire 0, voire du PCA si on est capable de passer des acomptes. Donc, ça, c'est des indicateurs au départ avec des chiffres financiers, mais qui doivent être déclinés pour exactement au niveau opérationnel, chef de projet, et donc, pour faire le lien avec comment intégrer un variable cash dans les objectifs, donc il y a 3 grandes étapes, on va dire. Il y a évidemment calculer la performance historique. Une fois qu'on a, là c'est l'illustration d'un DSO, une fois qu'on a calculé pour un périmètre donné la métrique historique, bon, ici on est sur un DSO qui est assez important, qui a plus de 115 jours en moyenne, je crois. On va travailler avec le patron de l'agence pour voir avec lui quels sont ses sujets et puis fixer une ambition qu'on va décliner pour le coup ici mensuellement. C'est la ligne que vous voyez en pointillé, avec un atterrissage clôture ici qu'on avait simulé à 83 jours. Donc, l'objectif de ça, c'est de partir d'une situation donnée, de regarder la saisonnalité de l'historique et puis, avec les équipes, de fixer une ambition qui va être atteignable par rapport à des actions qu'on va mettre en place parallèlement, c'est-à-dire potentiellement mettre en place un outil, mettre en place justement ces variables cash, etc. Deuxième étape, donc ça, je viens un petit peu de l'aborder, c'est-à-dire fixer effectivement une cible cohérente avec l'historique et nos ambitions. Et après, ça va être de l'animer potentiellement mensuellement avec j'en suis où par rapport à ma cible en year-to-date, en BFR moyen et par rapport à N-1, à la fois en jour et en gain. Puisque l'ambition a été déclinée évidemment en BFR et donc en enjeu financier derrière. Le troisième sujet, c'est comment j'intègre ça dans mon mécanisme de rémunération actuel. Si je prends l'exemple classique d'un commercial qui va potentiellement avoir la prise de commande en incentive, l'acquisition de nouveaux clients, un volume de chiffre d'affaires à déployer, suivant ce qui est fait. Est-ce que on est sur de l'annuel? Est-ce que c'est déjà un mécanisme mensuel? On relève les compteurs tous les mois, on les relève au trimestre. On regarde ce qui est déjà existant et on vient se plugger, si j'ose dire, sur ce mécanisme pour intégrer une dose de cash par rapport à cet objectif. Donc là, par exemple, ce qui marche bien, c'est de faire un point trimestriel avec un DSO mensuel cible, un DSO moyen trimestriel et un taux de déclenchement pour, si on a été par rapport à la cible dans les clous, on a une quote-part de bonus qui est débloquée. Si on surperforme, on a un taux qui permet aussi de récompenser la surperformance. Et on relève les compteurs tous les trimestres. Donc ça, c'est à adapter à chaque organisation. Et dernier point, je laisse ça à Guillaume qui va nous dire ce qui est son expérience sur le sujet. Évidemment, le sujet, combien je vais allouer sur cette composante cash par rapport à mon variable est essentiel. Si on alloue 5% pour caricaturer du bonus existant d'un commercial sur le sujet, il va falloir que tu améliores ton DSO et tes encaissements clients, par exemple. Peu de chances qu'ils se mobilisent réellement sur le sujet. Donc, il faut avoir un seuil qui soit quand même assez significatif pour inciter réellement les gens à se bouger sur le sujet. Donc, classiquement, moins de 20%, on a assez peu d'impact. En ligne, et c'est un sujet qui fait totalement écho chez nous également. On a décalé le moment rémunération closing d'un nouveau client à rémunération au paiement d'un nouveau client. Et du coup, là, en fait, qui crée des synergies à tous les niveaux. Mais nous, on a été plus strict et on est au-delà des 20% que tu décris là. Ah, c'est très bien. Pour terminer, c'est un sujet qui fait écho à ce que tu décrivais, Guillaume, tout à l'heure, l'enjeu de la facturation intramensuelle, l'enjeu de comprendre dans votre entreprise, en fait, comment est-ce que, en termes de jours, la facturation se déroule. En fait, si vous êtes dans le cas numéro 1, si c'est 100% de la facturation fin de mois, mais que c'est lié à l'activité, l'enjeu de passer en journalier, en hebdo, ne sera pas énorme. Alors que si vous êtes dans la situation 3, par exemple, et que en fait, vous avez beaucoup de facturations qui pourraient tomber
en début de mois, l'enjeu de passer en hebdo, en journalier plutôt qu'en fin de mois devient assez significatif. Et donc l'enjeu, c'est de comprendre en fait en face du manque à gagner de BFR, quel est le coût, ce que tu décrivais Guillaume tout à l'heure, en termes en termes d'administratif, de recrutement en face, et est-ce que le ROI est là, est-ce que ça vaut le coup ou non, en tout cas, Agicap a fait l'exercice et ça a valu le coup de passer en facturation journalière. Merci beaucoup Julien, Guillaume, il nous reste 3 minutes, je propose de passer sur quelques questions, du coup on va y répondre assez succinctement. 2 questions pour Guillaume, pour commencer. Quel est l'outil de gestion de trésorerie que tu utilises et quel en est ton usage dans la rubrique chat? Et une question qui a été pas mal appréciée. Quels sont les KPI préférés en général pour les fonds d'investissement et donc toi, tu reportes en particulier? Et Julien, à la limite, si tu voudras ouvrir le sujet. Ouais. Alors, sur l'outil de pilotage de trésorerie, j'utilise Agicap. Sans surprise, on est autour de la table. L'utilisation que j'en fais, premièrement, c'est un reporting quotidien, une vue instantanée sur les disponibilités et les positions de trésorerie, qu'elles soient soit en devises, soit en euros. Et deuxièmement, comme je le disais tout à l'heure, la mise en place de tableaux de bord pour obtenir des indicateurs type montant des frais bancaires par organisme, décaissement dollars, achat de devises, etc. Donc j'ai des tableaux de bord, en fait, qui sont vraiment des tableaux de bord on va dire, opérationnel à partir de la donnée de flux bancaire. Donc ça, c'est on va dire, une nouvelle donnée pour mon équipe, qui n'avait pas l'habitude effectivement de manipuler du reporting cash. Donc l'équipe le prend en main de manière très aisée, on va dire, et évidemment dedans la partie prévisionnelle de trésorerie qui est indispensable. Sur la partie KPIs préférés des fonds d'investissement. Alors, je vais être très humble. Ça fait depuis le mois de septembre que je suis directeur financier dans une société sous LBO. Donc, c'est pas forcément, j'ai pas forcément un très grand recul dessus. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que je sais pas s'il y a un indicateur préféré, mais en tout cas, il faut choisir les indicateurs pertinents en fonction de notre business. J'ai bien aimé en fait tout à l'heure la question d'Elsa sur la conversion en trésorerie. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça qu'il faut identifier. Le cash conversion cycle n'étant que l'agrégation des DN règlements, des DN rotation des stocks, etc. C'est vraiment ça qui va faire qu'on va pouvoir identifier les différents leviers aux différentes étapes du process et du business model de la société. Et je pense que c'est ça qu'il faut retranscrire auprès des fonds d'investissement pour qu'ils s'approprient le cycle de BFR de la société. Ouais. Peut-être en dernier mot, très rapidement, les fonds ont l'habitude effectivement de voir le BFR en pourcentage de chiffre d'affaires last 12 months, qui est le classique. En termes opérationnels, il faut le décliner pour faire un focus que sur l'exploitation, hors le fiscal social. Et idéalement, si vous voulez piloter la performance hors fournisseur, mon secret, c'est de faire un BFR client, inclus stock et créance et FAE, et PCA, côté facturation, et le rapporter au chiffre d'affaires last 3 months. Voilà. Ça vous donne vraiment votre niveau de BFR à travailler côté actif et c'est un indicateur qui est assez performant et intéressant à suivre. Merci beaucoup Julien. On adressera les dernières questions avec le replay, etc. Donc on a des questions qu'on n'a pas pu aborder, notamment des questions intéressantes du style est-ce que cette vision cash s'applique aussi sur les boîtes de moins de 10 millions? La réponse est clairement oui. Le sujet cash est un sujet universel qui s'adresse d'autant plus sur les entreprises de petite taille. Merci beaucoup, Julien, Guillaume. Dans la suite donc de la série de 2 webinaires, on vous donne rendez-vous le 27 juin en compagnie d'autres interlocuteurs pour aborder davantage le sujet relations, fonds, participation. Merci beaucoup à tous. Merci Guillaume, merci Julien. Merci à tous. Au revoir.